Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Marie Levacon. Marie Levacon est une miraculée. Forte et courageuse, elle ne tremble pas quand, devant la cour d'assises de Montauban, elle se retrouve à la barre face à celui qu'elle accuse de l'avoir agressée. Son nom, Florian Varin, un jeune homme à la gueule d'ange. Et pourtant, il est accusé de 6 viols et d'une tentative de meurtre. Il nie catégoriquement les faits. Alors le témoignage de Marie pourrait être décisif. Parviendra-t-elle à convaincre le jury que l'homme dans le box des accusés est bien son impitoyable bourreau ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Fin de l'année 2012, dans le sud de la France. Les policiers sont sur les dents. Ils traquent l'auteur d'une agression d'une extrême violence. Sa victime, une jeune femme de 24 ans, a échappé de justesse à la mort. Un ADN est identifié par le laboratoire. Dès lors, tout s'emballe. Ce dangereux criminel serait un homme que personne n'aurait pu soupçonner. Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais cette affaire hors norme va faire scandale et mettre en lumière une incroyable série de dysfonctionnements judiciaires. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter quelques jours plus tôt, durant l'automne 2012. Tout commence en plein centre-ville de Toulouse, en Haute-Garonne. Toulouse, c'est une grande ville. Virginie Selvetti, journaliste. Une ville plutôt étudiante avec pas mal de quartiers festifs où il y a beaucoup de bars, des discothèques. Et donc vous avez beaucoup de circulation la nuit. Charles Deluyne, avocat des parties civiles. Et également beaucoup de personnes qui rentrent chez elles à des heures où d'autres commencent à travailler. C'est là, non loin de la célèbre place du Capitole, que se situe le quartier Saint-Pierre. Un endroit très fréquenté par les jeunes, bordé par un secteur plus tranquille, celui des Amidonniers. Le quartier des Amidonniers est entre le canal de Brienne et la Garonne, un quartier résidentiel, et un quartier résidentiel pour les étudiants. Donc c'est plutôt un quartier de passage qui est tout près de la faculté de droit de Toulouse. Une longue avenue bordée par d'immenses platanes. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Et ça se trouve juste à l'arrière de la place Saint-Pierre, qui est un des hauts lieux de la fête à Toulouse. C'est ici que Marie Levacon profite de sa soirée du 3 novembre 2012. Cette diplômée en droit, âgée d'à peine 24 ans, passe quelques jours à Toulouse chez des amis. Elle est encore loin de l'imaginer, mais ce qui l'attend en cette nuit d'automne va bouleverser son existence à tout jamais. En 2012, je suis quelqu'un d'absolument normal. Voilà, donc on va dire une nana bien dans sa peau, dans ses baskets. Je vis à Paris à l'époque. Marie Levacon, victime. Je bosse, je suis juriste en propriété industrielle. Je descends à Toulouse pour un week-end prolongé parce que c'est l'anniversaire d'une amie. J'en profite pour aller voir ma famille qui vit proche de Toulouse. Un week-end prolongé qui se voudra familial et festif. Pour Marie, en tout cas, le début de cette soirée se déroule le plus naturellement du monde. Ce seront ses dernières heures d'insouciance. Elle est chez des amis, d'abord.
Brice Vidal, journaliste à 100% radio. Ensuite, elle se rend avec ses proches, ses copains en discothèque. Bon, la soirée se passe, ça rigole, ça boit un peu. Et en fait, vers 3-4 heures du matin, elle rentre toute seule. Elle doit dormir chez une amie, justement sur les allées, à côté des allées de Brienne. Par téléphone, elle prévient ses amis qu'elle arrivera dans quelques minutes. Marie n'a plus que 500 mètres à parcourir avant de parvenir à destination. Il n'y a personne, les rues sont désertes, elle a quitté les quartiers festifs et au petit matin, on est au mois de novembre, il fait encore nuit. Et voilà, pour me rassurer et rassurer aussi les autres amis, je les garde au téléphone tout le long du chemin. La discussion se poursuit à distance, jusqu'au moment précis où Marie arrive à l'allée de Brienne, là où ses copains l'attendent. Elle raccroche. Et soudain, tout s'accélère d'un seul coup. Et donc je tape le code et je me retourne parce que j'entends un bruit de pas dans les feuilles mortes. Parce que comme c'est le long du canal, évidemment il y a des gros platanes. C'est une époque de l'année où il y a des feuilles au sol, donc quelqu'un marche derrière elle. Et donc je me retourne et je vois tout de suite un type. Et voilà, il a l'air d'un jeune normal qui sort de soirée. Rien de bien effrayant. Rien d'effrayant à première vue. À ce détail près que Marie a déjà composé le code et donc ouvert la porte d'entrée. C'est là que ce jeune homme la supplie de le laisser pénétrer à l'intérieur. Elle me dit non, mais attends, je suis tellement en galère, je suis fatiguée, laisse-moi dormir dans le hall, juste 1 heure. Et donc je lui dis non, c'est mort, c'est vraiment pas possible. Non, mais vraiment juste 1 heure, après je repars, t'inquiète et tout. Je lui dis non, mais vraiment c'est mort, impossible. Et elle me dit mais je suis tellement... Fais-moi un câlin. Là, ouais, je pense qu'il y a un petit voyant rouge là qui s'allume et je me dis oh là là, lui... Lourd. Marie n'a même pas le temps de réagir que l'inconnu s'engouffre avec elle dans le hall de l'immeuble. Le piège vient de se refermer. Et là, le jeune homme lève ses bras et l'enserre. Elle le repousse. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme pète littéralement un câble. Il m'éclate la gueule, il n'y a pas d'autre mot. Coup de poing dans la tête, dans le visage, il me balance contre un mur de boîte aux lettres en métal. Et là, c'est mon premier KO. Sous la violence des coups portés, Marie perd une première fois connaissance. Le temps pour son agresseur de la traîner le plus loin possible de la porte d'entrée. Et elle se réveille un peu plus loin dans le hall pour être à l'abri des regards sûrement parce qu'en fait l'immeuble est constitué d'une porte vitrée. Je le vois lui et en fait il est en train de m'étrangler, donc il s'était mis à califourchon sur moi, qui suis allongée sur le dos et qui suis KO, donc ça veut dire qu'il m'a traîné dans le fond, j'ai pas d'autre explication que ça. Pendant de longues minutes, l'homme la maintient plaquée au sol. Marie retrouve péniblement ses esprits. Impossible pour la jeune femme d'appeler au secours. Très vite, il enlève une de ses mains, donc il l'enserre à la gorge en laissant une main. Et avec l'autre main, il lui enlève ses collants, déchire sa culotte. Et j'ai senti le froid de sa main à l'intérieur de moi. Je crois que c'est là que je lui ai dit un truc du style « prends tout ou tout, mais pas ça ». Évidemment, ça ne l'a pas arrêté. Et puis, paf.
L'homme abuse d'elle. Marie perd à nouveau connaissance. À ce moment précis, le jour ne s'est pas encore levé sur le quartier des Amidonniers. Et lorsque Marie revient à elle ne sait même pas où elle se trouve. Et là, je suis dans un noir absolument complet. Et je me rends compte en bougeant que je suis dans un endroit hyper exigu, quoi. Et là, je me suis dit, je suis dans le coffre de sa voiture. Et je pousse je tape le truc. Et évidemment, ça s'ouvre beaucoup plus vite puisque c'est pas un coffre de voiture. C'est une benne à ordures. Voilà. C'est une grande benne à ordures. Elle sort tant bien que mal en escaladant les monceaux d'ordures et les sacs poubelles. Virginie Selvetti, journaliste. Elle finit par s'extraire de la poubelle et monte par l'ascenseur au 2e étage pour rejoindre son amie qui l'attend, inquiète. À l'arrivée des secours, Marie est en état de choc. Ses vêtements sont en pièces et surtout, elle présente de multiples blessures au visage et sur tout le corps. Première urgence, la conduire en ambulance jusqu'à l'hôpital le plus proche. Et puis là, c'est toute la batterie de médecine médico-légale Brice Vidal, journaliste à 100% radio. qui consiste à vérifier les abrasions sur la peau, les coups qu'elle a reçus, les traumas qu'elle a reçus au niveau du cou. Cet examen est une souffrance puisqu'elle doit se déshabiller devant un homme. Elle attend en plus longtemps avant de pouvoir être examinée. Il s'agit d'établir de manière scientifique les circonstances du viol et de ce terrible déferlement de violence. Pour cela, Marie doit encore affronter d'autres examens. Pendant tout ce temps, elle ne peut pas prendre de douche, elle ne peut pas se laver, donc elle sent encore les ordures, elle a encore l'odeur de son agresseur sur elle. Ensuite, ils viennent me faire des laryngoscopies. Marie Levacon, victime. Trachéo, je sais pas quoi. Voilà, c'est le défilé un peu des médecins tout au long de la journée. Sur les photos prises par les médecins, son visage est méconnaissable. Mais il y a plus grave encore. Il constate que le larynx de Marie est partiellement écrasé. Autrement dit, en plus des violences sexuelles, l'agresseur a essayé de la tuer en l'étranglant. Devant la gravité des faits, l'enquête est confiée à des policiers aguerris, ceux de la Sûreté départementale de Haute-Garonne, située au commissariat central de Toulouse. On voit la violence, elle est très marquée. Charles Deluyne, avocat des parties civiles. Très marquée, elle a le visage très marqué. On voit le choc émotionnel qu'elle a subi. C'est un visage tuméfié par les coups. On est non seulement sur une enquête pour viol, on est aussi pour une enquête sur tentative de meurtre, donc on est vraiment dans une enquête criminelle. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Il n'y a absolument aucun doute de la violence de l'agression. Une victime brutalement violée, puis laissée pour morte. Mais la police ne dispose d'aucun témoin visuel de cette agression. Tout tient donc au seul témoignage de Marie. On demande à Marie de faire une description pour essayer de dresser un portrait robot du suspect. Puisque je leur ai indiqué que je pense être capable de le faire, j'ai son visage bien en tête. Des yeux bleus, blonds, présentant bien. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. Assez beau garçon, finalement, très charmant. Un jeune homme blond, au physique très passe-partout, dans une ville étudiante telle que Toulouse, voilà qui commence mal pour les policiers. En attendant, un dangereux violeur à l'allure de Monsieur Tout-le-Monde s'y promène en liberté.
Pour les enquêteurs, il y a une urgence à arrêter l'agresseur de Marie Levacon parce qu'ils savent qu'il y a un grand risque de récidive dans les jours qui viennent. Les policiers étaient vraiment sur les dents parce que la procureure avait dit démerdez-vous, vous l'attrapez, parce que sinon le week-end prochain, ce coup-ci c'est un vrai cadavre qu'on retrouve. Le portrait robot de l'agresseur de la jeune Marie est aussitôt diffusé à toutes les patrouilles du secteur, sans aucun résultat. Les enquêteurs décident donc de procéder à des prélèvements ADN dans l'immeuble où la jeune femme a été attaquée. Ils font des relevés biologiques. Ils vont d'ailleurs en retrouver un assez rapidement. On pensait qu'on allait se retrouver avec tous les ADN de l'immeuble. Finalement, non, il y a un ADN qu'on arrive à isoler, qui est donc récent. Un ADN est retrouvé sur la poignée de la porte du local poubelle. Cet ADN masculin est aussitôt transmis au laboratoire. Du côté des policiers, c'est un indice inespéré, d'autant que, dès le lendemain, l'analyse de ce profil s'avère payante. Cet ADN figure au fichier national des empreintes génétiques. Le laboratoire de police scientifique fournit très vite l'ADN identifié dans le local poubelle. Alors cet ADN parle et mène à un certain Florian Varin, un homme qui a 21 ans. Ce jeune homme, Florian Varin, est originaire de Bretagne. Et si son ADN apparaît dans les fichiers, c'est à cause d'une autre affaire d'agression. Et pas n'importe laquelle. L'ADN a matché parce qu'il est cité dans une procédure de viol qui a eu lieu quelques années auparavant, une procédure de viol sur mineur. La plainte en question était une plainte d'une jeune victime de 14 ans pour viol de la part de Florian Varin, qui en avait, lui, à l'époque, 17. Cet ADN qui désigne Florian Varin dans le dossier Marie Levacon et maintenant ses accusations de viol sur mineur, pour les enquêteurs toulousains, cette affaire pourrait bien porter la marque d'un prédateur sexuel en série. Très vite, disons que le flair des policiers, ils vont se dire, là on est sur un individu au profil très particulier, l'agression a été hyper violente, est-ce qu'on n'est pas en présence d'un violeur en série? C'est en tout cas une question qui est venue très vite dans l'esprit des enquêteurs de la police. Difficile pour les policiers de n'y voir que des coïncidences, même si cette histoire de viol sur mineur n'avait donné lieu au final à aucune poursuite judiciaire. La plainte de cette jeune fille va être classée sans suite parce que les services de police considéreront que la situation qui est révélée est quand même assez ambiguë. L'histoire sera assez confuse sur l'absence Alexandre Martin, avocat de la défense. ou pas l'absence de consentement de cette jeune fille. Même si l'enquête n'avait pas donné de suite, dès que vous êtes suspect d'une affaire de ce type-là, on garde votre identité génétique. Pour autant, les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. En consultant tous les antécédents du dénommé Florian Varin, ils font une autre découverte cruciale. Il se trouve que le nom de Florian Varin apparaît dans une autre affaire de viol. Virginie Selvetti, journaliste. Il s'agit d'une dénommée Claire, une jeune femme qui, 7 mois avant Marie Levacon, a accusé Florian Varin de viol. Claire, qui avait déposé plainte, avait identifié Florian Varin, mais l'enquête, là encore, n'a pas abouti. Comment un homme accusé de viol par 2 fois a-t-il pu échapper à la justice? Les policiers toulousains ne vont pas tarder à le comprendre. Mais avant cela, ils se penchent sur le parcours de Florian Varin. Les enquêteurs s'interrogent, car ce jeune homme, âgé tout juste de 21 ans, n'a pas vraiment le profil d'un criminel sexuel.
Il est issu d'une famille où le papa travaille dans le bâtiment, la maman dans la logistique. Sa vie est classique, je dirais, d'un milieu social favorisé. Et tout va s'effondrer à compter de la séparation de ses parents qui va extrêmement mal se passer. Il va vivre pendant son adolescence dans plusieurs régions, je dirais un peu au gré du bon vouloir des personnes qui sont censées le protéger et l'encadrer, c'est-à-dire les parents, les grands-parents. Un jeune quelque peu livré à lui-même, mais qui ressemble à des millions d'autres. Florian Varin est titulaire d'un BEP mécanique. Ses grands-parents ont tenté de l'aider à avoir un travail dans un petit garage. Il s'est rapidement fait virer de ce travail. Le quotidien de Florian Varin, c'est plutôt zoner, faire des petits boulots à droite à gauche et fumer du cannabis. Et il vit plutôt sur l'argent de poche que ses grands-parents qui ont une bonne situation lui donnent. C'est un jeune homme à la dérive qu'il faut vite retrouver. Et s'il venait à récidiver? Florian Varin est rapidement localisé dans la région toulousaine. La sûreté départementale n'a plus une minute à perdre. D'autant que Marie, la victime, est formelle. C'est dingue parce que je me souviens très bien que j'ai regardé Marie Levacon, victime. photo numéro 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Et je le regarde lui en dernier, numéro 6. Et là, je me souviens que j'ai écrabouillé sa tête avec mon doigt en disant « c'est lui ». Et là, tac, ils sont partis. Dans les rangs policiers, plus aucun doute possible. Derrière ce suspect au visage d'adolescent se cache celui qui a sauvagement violé Marie et tenté de l'étrangler. Le 8 novembre 2012, Florian Varin il est interpellé devant le domicile de sa mère à Saint-Jean. Brice Vidal, journaliste à 100% radio. C'est une petite commune près de Toulouse, à une dizaine de kilomètres. 4 jours après l'agression de Marie Levacon, Florian Varin est placé en garde à vue. Les enquêteurs disposent bien d'une carte maîtresse, son ADN retrouvé dans le local à poubelle. Mais parviendront-ils à lui arracher des aveux ? Toulouse, 8 novembre 2012. Les policiers sont décidés à mettre la pression sur leur suspect. Malgré la présence de son profil génétique, il n'a rien à déclarer. C'est une défense un peu brutale, un peu rigide, mais M. Florian Varin n'accédera à aucune culpabilité à ce moment-là. Il est tout simplement dans une position de déni, de complète incompréhension. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. Qui le rendent incapable d'avoir un discours cohérent et des réponses cohérentes par rapport aux questions qui lui sont posées. Du haut de ses 21 ans, Florian Varin tient tête aux enquêteurs. Il n'y a rien à faire. Il affirme être totalement étranger à cette agression. Pourtant, les policiers gardent encore espoir de le déstabiliser. Ils changent complètement de stratégie et ils décident de l'interroger sur le précédent viol commis 7 mois plus tôt, celui de Claire. Et c'est là qu'ils vont faire une découverte impensable. « 19 avril 2012, département du Morbihan, à plus de 800 km de Toulouse. La jeune Claire est encore lycéenne et elle habite toujours chez ses parents. Moi, à cette époque-là, je viens tout juste d'avoir 17 ans. Claire, victime. Et donc, je suis une ado tout à fait normale qui sort avec ses amis. Claire passe ses vacances dans un tout petit village du Morbihan. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. Dans le Morbihan rural, pas du tout en bord de mer. Chez ma grand-mère, je passe une semaine de vacances là-bas pour lui tenir compagnie, parce que c'est un endroit que j'adore, donc voilà, simplement des vacances. Quelques jours de vacances, en toute insouciance, auprès de sa grand-mère. D'autant que Claire vient de faire la connaissance d'un jeune de son âge.
Elle a rencontré quelques jours auparavant, via une application de rencontre, un certain Florian Varin. Et ce jour-là, ce jour d'avril, ils décident de se rencontrer, donc elle lui donne rendez-vous. Donc moi, je précise quand même bien que je ne veux pas de rapport sexuel forcément à ce rendez-vous-là. Dès leur premier contact téléphonique, Claire se laisse vite séduire par Florian, un garçon tout à fait charmant, qui rapidement lui propose de la rencontrer. Alors vers 20h, Florian Varin vient chercher Claire, donc à bord d'une jolie voiture. Je vois que c'est un homme qui paraît très propre sur lui, qui met en confiance, qui paraît pas méchant. Et il dégage quelque chose d'assez rassurant et quelqu'un de simple et de voilà, qui nous met en confiance, quoi. De prime abord, aucune raison de se méfier de ce jeune homme qui se dit de passage dans la région et qui lui propose aussi de fumer du cannabis. À un moment donné, il tourne dans un chemin, il va assez loin dans ce chemin-là et vraiment on se retrouve autour d'absolument rien. D'un champ, de la forêt, enfin il n'y avait rien ni personne. Et on parle et on a tous les deux fumé. Ils discutent, elle est encore en confiance. Virginie Selvetti, journaliste. Et à ce moment-là, la vie de Claire va basculer pour toujours. Cet endroit très isolé en rase campagne, Florian Varin ne l'a pas choisi au hasard, car il a une idée bien précise en tête. Il se tourne vers moi pour essayer de m'embrasser. Ou moi, je me recule et je lui dis non. Et il revient vers moi pour m'embrasser, sauf que là, j'avais plus le choix, quoi. J'essaye de le repousser, de me débattre, sauf qu'il me chope par les mains, il m'agrippe les poignets très fortement, il m'embrasse dans le cou. Si je fais pas ce qu'il veut, ça va mal se passer, quoi. Je le comprends très vite et je le vois dans son regard, de toute façon, que le regard qu'il avait 5 minutes avant quand on discutait, il avait complètement changé. C'était un regard horrible qui faisait peur, quoi. Pour Claire, prise au piège avec lui dans la voiture, le cauchemar ne fait que commencer. À ce moment-là, il a mis ses 2 mains autour de ma gorge et il m'a serré tellement fort que je pouvais plus respirer du tout. Encore une fois, le monstre arrive et à ce moment-là, une violence extrême. Charles Deluyne, avocat des parties civiles. Et on est immédiatement étranglé et violé dans des conditions que j'ose pas répéter, mais qui sont absolument terribles. J'ai beau crier, j'ai beau pleurer, lui dire qu'il me fait mal, lui dire que en fait ce qu'il me fait c'est un viol, j'ai beau l'exprimer clairement, il me dit mais de toute façon t'as pas le choix. Le calvaire infligé à la jeune lycéenne va encore durer longuement. Claire pense alors que sa dernière heure est venue. Pourtant, son agresseur ne la tue pas. Il la raccompagne même chez sa grand-mère. La jeune femme finit par se rendre à la gendarmerie pour déposer plainte. Mais elle a fumé du cannabis, elle a rencontré son agresseur sur une application, alors elle décide de mentir aux enquêteurs. Une attitude dont les conséquences seront terribles. Dans sa déposition, Claire, qui est mineure au moment des faits, ne dit pas toute la vérité parce qu'elle a un peu peur de dire certaines choses. Les enquêteurs vont mettre en doute la parole de cette jeune femme. Alexandre Martin, avocat de la défense. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle va mentir au départ sur les conditions de la rencontre avec Florian Varin. Je leur ai dit que c'était quelqu'un que je connaissais déjà d'avant, que c'était le grand frère d'un de mes amis et que j'avais pas consommé de stupéfiants. Claire perd ses moyens. Elle accumule les mensonges et les approximations. Une audition qui achève de semer le doute chez les gendarmes.
il décide donc de convoquer Florian Varin. Et c'est lui qui leur apporte spontanément la preuve selon laquelle il ne s'agirait pas d'un viol. Surprise, Varin fournit aux enquêteurs un certain nombre d'enregistrements sonores. Il y a un enregistrement des ébats sexuels qui laisse à penser, quand on l'écoute et quand on en lit la retranscription, que les choses sont particulièrement consenties. Sur certains passages que leur fait écouter Varin, on entend distinctement la voix de Claire, et elle semble consentante. Mais ils ne prennent même pas le temps d'écouter l'ensemble de ces enregistrements. Pour eux, l'affaire paraît entendue. Pour les gendarmes, il n'est nullement question de viol. Il s'agit là d'un rapport sexuel avec consentement. Ils en ont la preuve formelle. Cet enregistrement prouve tout. Les enquêteurs n'ayant que ces éléments-là, la parole de cette jeune femme qui ment sur certains aspects, Emmanuelle Franck, avocate de la défense. l'enregistrement et les déclarations de Florian Varin, ils considèrent que cette affaire doit être classée sans suite. Varin est donc aussitôt innocenté. Malgré l'extrême violence de cette agression, personne ne croit cette jeune fille encore mineure et sous le choc. Pour Claire, tout s'effondre. J'ai tout défoncé dans ma chambre. J'ai hurlé, j'ai pleuré. Je me suis dit que j'étais pas considérée, que ce qu'il m'avait fait, c'était pas grave aux yeux des autres. Et puis après, par la suite, il y a eu aussi cette culpabilité où je me suis dit, de toute façon, voilà, c'est bien fait pour toi. T'avais qu'à pas mentir dès le départ. Et puis t'avais qu'à pas monter dans cette voiture. Et puis, voilà, c'était... Il y a eu plusieurs phases. Un violeur qui agit toujours à visage découvert et qui laisse la vie sauve à ses victimes. Qui se cache derrière l'innocent sourire de ce jeune homme d'à peine 21 ans? À Toulouse, les policiers s'interrogent sur ces bandes audio remises aux gendarmes par Florian Varin pour se disculper. Ils procèdent alors à un examen complet de ces enregistrements sur son téléphone. Et ce qu'ils découvrent fait tout basculer. Ils se rendent compte qu'il y avait en réalité d'autres passages que les gendarmes à l'époque n'ont pas pris la peine d'écouter. Ils entendaient aussi que j'avais pleuré, que je criais, que je lui disais non. Claire, victime. Que lui, il me disait, mais tu n'as pas le choix, tu fais ce que je veux. Que moi, je lui réponds, c'est bien pour ça que c'est un viol, parce que j'ai pas le choix. Aussi incroyable que cela puisse être, Varin a enregistré Claire et l'a obligée à simuler le plaisir. Et c'est en ne leur faisant écouter que certains passages qu'il a réussi à manipuler les gendarmes. C'est le tout premier dysfonctionnement majeur dans cette affaire. Les enquêteurs se rendent compte qu'ils sont face à un énorme loupé. Si Claire avait été entendue à l'époque des faits, le viol et la tentative de meurtre de Marie Levacon, qui a été jetée comme une vulgaire ordure dans une poubelle, auraient peut-être pu être évités. Et c'est tellement dramatique pour elle, mais c'est effectivement dramatique pour la suite. Marie Levacon, victime. Parce que ça veut dire que lui, du coup, il va commencer à se sentir en pleine toute puissance vis-à-vis de la police. Grâce à ces révélations fracassantes, les policiers de Toulouse réouvrent l'enquête sur le viol de Claire. Ils se chargent donc des deux affaires. Seule certitude, ils sont face à un prédateur sexuel d'une intelligence redoutable. Mais parviendront-ils à percer tous ces secrets? Pour eux, plus question de relâcher la pression sur lui. Ils recommencent à l'interroger sur l'agression de Marie. Un viol et une tentative de meurtre
où son ADN a été identifié 5 jours plus tôt. Après 24 heures de garde à vue, Florian Varin accepte enfin de s'expliquer. Et il dira qu'il va voir passer cette jeune fille sur le trottoir, qu'il va la confondre avec une jeune fille qu'il aurait abordée dans une boîte de nuit. Il va reconnaître des gifles, mais assez peu de choses finalement. Il ne reconnaît pas avoir serré le cou, il ne reconnaît donc pas la tentative de meurtre. Brice Vidal, journaliste à 100% radio. Il va reconnaître avoir touché son sexe, mais il ne va pas reconnaître l'acte de pénétration. Le 10 novembre 2012, le couperet tombe. Florian Varin est mis en examen et incarcéré pour viol et tentative de meurtre sur Marie Levacon. Mais le dossier est loin d'être clos. À ce stade, les policiers ne sont pas au bout de leur surprise. Ils vont encore découvrir d'autres victimes. Ce qui est certain pour les enquêteurs, c'est que Florian Varin sillonne souvent la France au volant de sa voiture. C'est là qu'ils font appel à un logiciel qui va donner un coup d'accélérateur à toute l'affaire. Le logiciel Salvac a vocation à coordonner toutes les affaires qui existent sur l'ensemble du territoire et à trouver des points de similitude entre les affaires. C'est un logiciel qui est très efficace et qui permet de regrouper en quelque sorte les modes opératoires. Charles Deluyne, avocat des parties civiles. C'est-à-dire le type de violence, le déroulé des faits, le type de victime, l'âge, les heures. Un logiciel très performant destiné à traquer les criminels en série. Et là, surprise, en examinant les modes opératoires et les dépositions des victimes, il découvre que d'autres cas de viol et d'agression sexuelle pourraient être attribués à Florian Varin. C'est pas moins de 5 affaires qui ressortent de ce fichier Salvac. Et là, les enquêteurs vont se rendre compte qu'en fait, c'est très grave. C'est beaucoup plus grave de ce qui s'imaginait dans un premier temps. Avec Claire et Marie, ce sont au total 7 jeunes femmes dont le chemin aurait croisé celui de Florian Varin. La plupart d'entre elles ont été abordées de nuit, alors qu'elles rentraient seules. Un scénario qui semble se répéter systématiquement. Une fois qu'il a réussi à entrer en relation avec la personne, Alexandre Martin, avocat de la défense. il va chaque fois demander à ce que cette jeune femme lui fasse un câlin. Ça, c'est vraiment l'élément que l'on retrouvera systématiquement. Il demande ce câlin. Et ensuite, lorsqu'on lui refuse ce câlin, arrive un déferlement de violence extrême. Pour la police, pour la juge d'instruction, c'est une avancée déterminante. Ils comprennent qu'ils ont affaire à un violeur en série et qui fait très vraisemblablement une espèce de road movie sur plusieurs mois. Les enquêteurs se rendent compte Virginie Selvetti, journaliste. qu'ils sont face à un routard du crime, un routard du viol. Haute-Garonne, Charente-Maritime, Bretagne, en moins d'1 an, Florian Varin aura donc attaqué 7 jeunes femmes en toute impunité. Un périple durant lequel un deuxième grave dysfonctionnement va lui permettre une nouvelle fois d'échapper à la justice. Comme à Rennes, en Ille-et-Vilaine, le 16 septembre 2012, 2 mois avant l'agression de Marie à Toulouse. À l'époque, cette victime est elle aussi une jeune fille pleine de joie de vivre. Appelons-la Julie. Julie vient de terminer ses études à Bordeaux et cela fait une quinzaine de jours qu'elle est revenue dans sa ville natale qui est Rennes pour prendre un appartement dans le quartier Sainte-Anne. À l'époque, donc j'avais 23 ans, j'étais fêtarde, joyeuse. Julie, victime. Sûrement très insouciante. J'aimais la vie, quoi.
En cette fin de soirée festive, le scénario semble déjà bien rodé. Un jeune garçon blond, d'un abord très souriant, lui propose de la raccompagner en voiture. Il va se présenter comme un peu le jeune homme bien sous tout rapport et avec qui rien ne va lui arriver. Et donc, elle part en toute confiance. Il est plus de 5 heures du matin. Julie a juste envie de rentrer chez elle. Mais rien ne va se passer comme prévu. Il me le dit souvent, ne t'inquiète pas. Donc il prend la rocade et puis là je dis par contre là c'est la sortie là. Il me dit non mais t'inquiète, je sortirai plus tard. Et elle se demande pourquoi il n'a pas pris la bonne sortie et surtout où il est en train de l'emmener. Le conducteur ne laisse rien transparaître. Jusqu'au moment où la voiture quitte brusquement la rocade en direction d'une petite route de campagne. Donc là je me mets dans une bulle de protection directement, je pense que c'est l'instinct de survie, où je me dis qu'il y a un souci. Et là il va tout au bout d'un chemin de terre, entouré de champs quoi. Et là je me suis dit c'est fini. Je sais, soit il me viole, soit il me tue, ou soit il fait les deux quoi. Dans un premier temps, le jeune homme lui réclame un câlin. Julie refuse et tente même de s'enfuir. Mais il la rattrape, la maîtrise et commence à lui arracher ses vêtements. Il a ce changement de regard, c'est incroyable en fait. Il a l'air sympa, il est sympathique et d'un coup il vrille et ce regard de tueur. Et du coup, moi, pendant tout mon viol, je regardais les lampadaires et c'était... En fait, mon esprit s'est totalement dissocié de mon corps. Je voyais mon viol en étant spectatrice et je me disais, mais là, je peux pas m'enfuir parce que je suis tellement dans un coin paumé qu'il va me tuer de toute façon. À cet instant, Julie est convaincue de ne pas s'en sortir vivante. Mais alors que le jour se lève à peine, son agresseur l'abandonne. Et elle se retrouve seule, dans un état second, au bord du chemin. Donc à ce moment-là, je prends mon téléphone portable, j'appelle ma mère. Et elle me dit, t'es où? Et je dis, je sais pas. Elle me dit, cours ma fille, cours. Du coup, je me mets à courir et elle me dit, mais t'es où? Et finalement, je vois que je suis à côté d'un hôpital. Elle me dit, cache-toi, j'arrive. Et du coup, elle vient me chercher et elle me dit, ça va? Je suis vivante, passe-moi une clope. Lors de son audition au commissariat de Rennes, Julie est formelle. L'homme qui vient de la violer affiche une telle assurance qu'il a forcément déjà fait d'autres victimes. Il dira immédiatement, c'est quelqu'un qui a déjà fait ça. Il sait faire ça. Marie Levacon, victime. C'est pas la première fois qu'il fait. Elle a immédiatement, elle aussi, ce sentiment qu'il n'en est pas non plus à son coup d'essai. Déjà, dans mon dépôt de plainte, je dis clairement que je suis pas la seule. J'étais persuadée, parce qu'il avait tellement ce sang-froid, et puis il savait ce qu'il faisait. Et puis l'endroit où il m'emmenait, franchement, c'était viscéral, je le sentais. Malheureusement, les policiers de Rennes sont débordés et l'enquête va s'enliser. Pourtant, Julie leur avait livré un indice matériel qui aurait pu être capital. Elle va dire que compte tenu de la façon dont se sont passées les choses, elle est convaincue, persuadée. Emmanuelle Franck, avocate de la défense. C'est une évidence pour elle que l'ADN de son agresseur est sur ses sous-vêtements. Il m'a baissé mon pantalon et ma culotte, il doit forcément avoir de l'ADN. Pour moi, c'était forcé qu'il y ait de l'ADN. Mais les policiers rennais ne tiennent pas compte de cette déclaration et ils classent les pièces à conviction sans les examiner. À Toulouse, la juge d'instruction fait donc saisir ce sous-vêtement. Et c'est là qu'elle comprend que cet élément n'a jamais été exploité. Et ce qui est incroyable,
Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi. On va s'apercevoir que la fameuse culotte n'a jamais été analysée. Les sous-vêtements, les pièces à conviction qu'elle a données n'ont tout simplement pas été analysées. Ils ne sont analysés que 7 mois plus tard, suite au recoupement de toutes ces affaires grâce au logiciel Salvac. Pour les autorités, c'est la douche froide. D'autant que les expertises ordonnées tardivement sur cette culotte viennent confirmer ce que Julie disait depuis des mois. L'enquête révélera par la suite, malheureusement, qu'il y avait de l'ADN de Florian Varin sur ces sous-vêtements dont personne n'a fait la recherche à l'époque des faits. Et évidemment, quand on les analyse, il est déjà en prison. C'est un peu tard. Hein, c'est même trop tard. Franchement, trop tard. Mais on les analyse, bien évidemment, puisqu'on les a pas fait, les analyses. Et évidemment, il y a son ADN complet. Un violeur en série qui profite d'une succession de défaillances, l'indignation est telle que le procureur de la République de Rennes lui-même est sommé de s'expliquer. L'argument qui va être soulevé par la justice va consister à dire « mais oui, mais faire une expertise ADN, ça coûte de l'argent. Dans ces conditions-là, on ne peut se permettre de faire expertiser un peu tout et n'importe quoi et à tour de bras. » Ma culotte n'a pas été analysée pour 380 €. Si à ce moment-là, on avait fait le test, Charles Deluyne, avocat des parties civiles. on aurait retrouvé Florian Varin beaucoup plus vite. Et surtout, on aurait évité 3 victimes supplémentaires. Un parfum de scandale entoure désormais la terrifiante affaire du routard du viol. Après le classement sans suite de la plainte de Claire en Bretagne, c'est la 2e fois que Florian Varin aurait dû être confondu. Ça a été une succession de manquements, soit pour des analyses qui ne sont pas faites, soit parce qu'à un moment, des gendarmes ont douté en fait de la parole des victimes. C'est un deuxième tollé inadmissible. On aurait pu éviter 3 viols, dont celui de Marie Levacon et d'une certaine Eva. Et c'est en se penchant sur le viol d'Eva, la victime suivante, que les policiers toulousains vont le constater. Varin affiche un niveau d'organisation et de maîtrise de soi qu'il n'avait jamais vu. Un criminel d'une dangerosité hors du commun. Ça nous rappelle quelque chose, ça. Alors, évidemment, elle est très surprise. Elle veut s'échapper. Elle veut partir de là. Et là arrive le monstre. Et là, je comprends que ça va pas bien se passer pour moi. Et en gros, il me dit si tu peux faire ce que je veux. Donc je lui dis non, que je veux rentrer chez moi et que j'ai pas envie. Donc il faut savoir que ça a été très très long. Hein. Ça a duré environ 2 heures. 2 heures où j'ai essayé de m'en sortir. Je n'ose pas imaginer ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas eu ce qu'il voulait. Mais voilà, il me raccompagne quand même au niveau du pont de la gare. Donc j'ai le pantalon encore ouvert, je suis complètement choquée. Je me retrouve au milieu de la route. Il y a une voiture qui passe dans le sens inverse et je me jette quasiment sur elle pour qu'elle s'arrête et qu'elle m'amène à la police. Florian Varin vient de frapper. Après Claire en avril, Julie en septembre, Eva en octobre, Marie en novembre, ce sont 7 victimes au total, plus une 8e, âgée de 14 ans, qu'il accuse de viol alors qu'il était mineur. Pourtant, durant toute l'instruction, Florian Varin nie catégoriquement tous ces viols. Il n'évoque que des attouchements ou des relations consenties. Il va rejeter la faute sur ses victimes. Brice Vidal, journaliste à 100% radio. C'est-à-dire qu'il va essayer de les faire culpabiliser. Il est tout le temps en train de se défausser sur la victime. À être persuadé que ces jeunes femmes lui en veulent, s'acharnent sur lui. Emmanuel Franck,
avocate de la défense. Que la juge d'instruction s'acharne sur lui également. Il est dans cette incapacité totale à admettre ce qu'il a pu commettre. Une ligne de défense qui consiste à nier tout en bloc, malgré les preuves. Pour les experts chargés de l'examiner, Florian Varin ne souffre cependant d'aucune pathologie mentale. Mais ils ajoutent que le risque de récidive est maximal. Il est décrit comme ayant des déviances sexuelles très prononcées. Il est égocentrique. C'est un individu potentiellement très dangereux qui fait preuve de sadisme sur ses victimes. Virginie Selvetti, journaliste. Les experts vont même jusqu'à suggérer la castration chimique pour Florian Varin. La castration chimique, une recommandation rarissime, même dans les affaires de crimes sexuels les plus graves. Ce redoutable prédateur a déjà longtemps réussi à échapper à la justice. Parviendra-t-il cette fois à s'en sortir ? Cour d'assises de Haute-Garonne à Toulouse, septembre 2015. 3 ans après son arrestation, Varin doit répondre de 6 viols, d'une agression sexuelle et d'une tentative de meurtre. Pour ses nombreuses victimes, l'heure du face-à-face a enfin sonné. Avant l'ouverture du procès... Julie, victime. Je crois que j'attends rien. Si, j'attends qu'on dise qu'on est victime. J'attends qu'il s'excuse. Claire, victime. J'attends de voir quelqu'un qui est désolé, vraiment. C'est me dire que je vais être face à quelqu'un qui finalement... Marie Levacon, victime. Va se rendre compte des choses, va les regretter, va s'en excuser peut-être au mieux, et que moi je vais pouvoir faire un travail de pardon. Pour toutes ces jeunes femmes réunies sur le banc des parties civiles, le supplice continue. On l'a toutes très mal vécu. Devoir aller à la barre devant lui, raconter en détail ce qu'il nous a fait. Ça a été une très grosse épreuve. On est à l'intérieur de la bombe, vraiment, voilà. C'est extrêmement violent, en fait. Lorsque les victimes défilent à la barre, l'accusé reste de marbre. Depuis son box, il n'a pas un seul mot d'excuse ou de compassion. Il va avoir un comportement absolument exécrable à l'encontre des victimes. C'est-à-dire qu'il était très arrogant, avec même des petits sourires en coin. Brice Vidal, journaliste à 100% radio. Un comportement assez pervers, assez dégueulasse pour tout dire. Malgré cette attitude, c'est le coup de théâtre. Florian Varin reconnaît enfin l'intégralité des viols, des faits pour lesquels il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Pourtant, il refuse toujours d'avouer la tentative de meurtre sur Marie Levacon. Car pour lui, l'enjeu est de taille. Il sait qu'il risque 10 ans de prison supplémentaire. Le témoignage de Marie a donc toutes les chances de faire basculer l'audience. Les cours d'assises, c'est un peu un peu comme si vous étiez à l'intérieur de la cocotte minute de l'horreur. Alors il va toujours contester la tentative de meurtre parce qu'il dira toujours « moi je n'ai pas eu l'intention de la tuer ». Et il dira « ce geste que j'ai eu, qui est un geste d'étranglement, je l'ai eu pour la maîtriser dans le cadre du viol que j'étais en train d'exercer ». Pourtant, après 1 semaine d'audience, la sentence tombe. Florian Varin est reconnu coupable de viol, mais également de tentative d'homicide. Et il est condamné à la peine maximale, 30 ans de réclusion criminelle. Une peine confirmée en appel, puis ramenée à 28 ans de prison fin 2021 lors d'un 3e et dernier procès. Après 9 longues années de combat, Marie sait qu'elle n'en a pas terminé pour autant avec Florian Varin. Avec le coup près de sa sortie future.
C'est compliqué hein, de se dire tiens, ben voilà, essaye de tourner la page ou essaye de vivre normalement. Finalement, c'est sans fin. Hein. Nous, on vivra avec lui jusqu'à la fin de nos jours. Hein. Même si demain il mourrait, moi je l'emmènerais jusque dans ma tombe. Florian Varin a un autre rendez-vous devant la justice. Dans quelques mois, il doit de nouveau comparaître pour un viol commis sur une jeune fille à une époque où il était encore mineur. Pour Julie et pour Claire, reste une interrogation majeure. Florian Varin aurait-il fait d'autres victimes ? Je suis persuadée qu'il y a d'autres victimes. Il a été fiché quand il avait 17 ans, il s'est fait arrêter à 21 ans et nous on est 7 en 11 mois. Sachant qu'il n'y a qu'une seule femme sur 10 qui finit par porter plainte après une agression sexuelle ou un viol, et qu'on est 7, je pense que c'est légitime comme question. Mais il existe tout de même une note d'espoir dans cette histoire. L'immense solidarité entre les victimes qui est née dans le long tumulte de ces épreuves. Entre ces jeunes femmes dont le seul point commun est d'avoir croisé un jour la route de Florian Varin. C'est une force d'être ensemble. Et aujourd'hui, on se le dit, hein, on est sœurs dans notre malheur, quoi. Et ça nous rend plus fortes, ouais. Dans ce cauchemar qu'on vit depuis 9 ans, c'est la seule chose positive, c'est ça. Je les aime trop, quoi. Et quand elles sont pas là, j'ai l'impression qu'il manque une partie de moi. Et j'arrive pas à expliquer l'amour que j'ai pour ces filles, mais... Et en fait, c'est venu naturellement, quoi. Tout l'édifice qui tient comme ça, quoi. Il y a 7 poteaux et ça fait un toit, voilà. T'enlèves un poteau, il y a tout qui se casse la gueule. Hein. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crime passionnel, disparition inquiétante ou machination diabolique, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Marie Levacon. Marie Levacon est une miraculée. Forte et courageuse, elle ne tremble pas quand, devant la cour d'assises de Montauban, elle se retrouve à la barre face à celui qu'elle accuse de l'avoir agressée. Son nom, Florian Varin, un jeune homme à la gueule d'ange. Et pourtant, il est accusé de 6 viols et d'une tentative de meurtre. Il nie catégoriquement les faits. Alors le témoignage de Marie pourrait être décisif. Parviendra-t-elle à convaincre le jury que l'homme dans le box des accusés est bien son impitoyable bourreau ? La réponse dans ce podcast inédit de Chronique criminelle. Fin de l'année 2012, dans le sud de la France. Les policiers sont sur les dents. Ils traquent l'auteur d'une agression d'une extrême violence. Sa victime, une jeune femme de 24 ans, a échappé de justesse à la mort. Un acide désoxyribonucléique est identifié par le laboratoire. Dès lors, tout s'emballe. Ce dangereux criminel serait un homme que personne n'aurait pu soupçonner. Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais cette affaire hors norme va faire scandale et mettre en lumière une incroyable série de dysfonctionnements judiciaires. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter quelques jours plus tôt, durant l'automne 2012. Tout commence en plein centre-ville de Toulouse, en Haute-Garonne. Toulouse, c'est une grande ville. Virginie Selvetti, journaliste, précise que c'est une ville plutôt étudiante avec pas mal de quartiers festifs, où il y a beaucoup de bars, des discothèques. Vous avez beaucoup de circulation la nuit. Charles Deluyne, avocat des parties civiles, ajoute qu'il y a également beaucoup de personnes qui rentrent chez elles à des heures où d'autres commencent à travailler. C'est là, non loin de la célèbre place du Capitole, que se situe le quartier Saint-Pierre. Un endroit très fréquenté par les jeunes, bordé par un secteur plus tranquille, celui des Amidonniers. Le quartier des Amidonniers est entre le canal de Brienne et la Garonne. Un quartier résidentiel et un quartier résidentiel pour les étudiants. C'est plutôt un quartier de passage,
qui est tout près de la faculté de droit de Toulouse. Une longue avenue bordée par d'immenses platanes. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi, explique que ça se trouve juste à l'arrière de la place Saint-Pierre, qui est un des hauts lieux de la fête à Toulouse. C'est ici que Marie Levacon profite de sa soirée du 3 novembre 2012. Cette diplômée en droit, âgée d'à peine 24 ans, passe quelques jours à Toulouse, chez des amis. Elle est encore loin de l'imaginer, mais ce qui l'attend en cette nuit d'automne va bouleverser son existence à tout jamais. Marie Levacon raconte qu'en 2012, elle est quelqu'un d'absolument normal, une femme bien dans sa peau, vivant à Paris. Elle travaille comme juriste en propriété industrielle. Elle descend à Toulouse pour un week-end prolongé pour l'anniversaire d'une amie et pour voir sa famille. Ce week-end qui devait être familial et festif voit ses dernières heures d'insouciance arriver. Brice Vidal, journaliste à 100% Radio, relate qu'elle est chez des amis, puis se rend en discothèque. La soirée se passe dans la joie. À 3 ou 4 heures du matin, elle rentre seule pour dormir chez une amie près des allées de Brienne. Par téléphone, elle prévient ses amis qu'elle arrivera dans quelques minutes. Marie n'a plus que 500 mètres à parcourir. Les rues sont désertes. Pour se rassurer, elle garde ses proches au téléphone tout le long du chemin. La discussion se poursuit jusqu'au moment où elle arrive à l'allée de Brienne. Elle raccroche. Soudain, tout s'accélère. Elle tape le code de l'immeuble et entend un bruit de pas dans les feuilles mortes des platanes bordant le canal. Elle se retourne et voit un type qui a l'air d'un jeune homme normal sortant de soirée, rien d'effrayant à première vue. Mais Marie a déjà ouvert la porte. Le jeune homme la supplie de le laisser entrer, prétendant être fatigué et vouloir dormir dans le hall juste une heure. Marie refuse fermement. Il insiste, puis demande un câlin. Un voyant rouge s'allume pour Marie, mais l'inconnu s'engouffre avec elle dans le hall. Le piège se referme. L'homme l'enserre, elle le repousse, et il perd alors tout contrôle. Il la frappe violemment au visage. Marie subit un premier choc et perd connaissance contre les boîtes aux lettres en métal. L'agresseur la traîne plus loin dans le hall, à l'abri des regards derrière la porte vitrée. Marie se réveille et le voit en train de l'étrangler, agenouillé sur elle. Pendant de longues minutes, il la maintient au sol. Elle peine à retrouver ses esprits et ne peut appeler au secours. Il lui enlève ses vêtements et abuse d'elle. Marie perd à nouveau connaissance. À ce moment, le jour n'est pas encore levé sur le quartier. Lorsqu'elle revient à elle, elle est dans le noir complet, dans un endroit exigu. Elle croit d'abord être dans un coffre de voiture, mais en poussant la paroi, elle réalise qu'elle est dans une benne à ordures. Elle s'extrait des sacs poubelles, rejoint l'appartement de son amie au 2e étage. À l'arrivée des secours, elle est en état de choc, le visage tuméfié. À l'hôpital, elle subit les examens médico-légaux. C'est une souffrance supplémentaire de devoir se déshabiller et être examinée sans avoir pu se laver, portant encore l'odeur de son agresseur et des ordures. Les médecins constatent que son larynx est partiellement écrasé. L'agresseur a tenté de la tuer par strangulation. L'enquête est confiée à la Sûreté départementale de Haute-Garonne. Les policiers voient un visage défiguré et un choc émotionnel immense. Il s'agit d'une tentative de meurtre et d'un viol. Marie aide à dresser un portrait robot, un jeune homme blond aux yeux bleus, beau garçon, à l'allure de Monsieur Tout-le-Monde. L'urgence est absolue car le risque de récidive est élevé. Les policiers prélèvent des traces biologiques dans le hall et trouvent un profil génétique sur la poignée du local poubelle. Le lendemain, le fichier national des empreintes génétiques parle, il s'agit de Florian Varin, 21 ans, originaire de Bretagne. Son nom figure déjà dans les dossiers pour une plainte de viol sur une mineure de 14 ans quelques années plus tôt, affaire alors classée sans suite. Les enquêteurs découvrent aussi qu'une autre femme, Claire, l'a accusée de viol 7 mois auparavant. Florian Varin est issu d'un milieu social favorisé mais sa vie a basculé lors de la séparation de ses parents. Livré à lui-même, il vit de petits boulots et de l'argent de ses grands-parents. Le 8 novembre 2012, il est interpellé à Saint-Jean. En garde à vue, il nie tout. Les policiers se penchent alors sur l'affaire de Claire dans le Morbihan. En avril 2012, Claire avait rencontré Florian via une application. Ils s'étaient vus, il l'avait emmené dans un endroit isolé et l'avait violée avec une violence extrême en l'étranglant.
Les gendarmes de l'époque n'avaient pas cru Claire car elle avait menti sur certains détails par peur et Florian avait fourni des enregistrements sonores tronqués faisant croire à un rapport consenti. Les policiers de Toulouse réécoutent tout et entendent les pleurs et les refus de la victime. C'est un premier dysfonctionnement judiciaire majeur. En poussant les recherches avec le logiciel de coordination criminelle, les enquêteurs découvrent 5 autres dossiers similaires. Florian Varin semble être un prédateur en série effectuant un périple à travers la France. Parmi les victimes, il y a Julie, agressée à Rennes en septembre 2012. Le mode opératoire est identique, une approche séduisante, une voiture, un lieu isolé, la demande d'un câlin, puis un déchaînement de violence après un refus. Julie avait pressenti qu'elle n'était pas la seule. Face à l'accumulation de preuves, Florian Varin finit par admettre quelques gestes mais refuse de reconnaître la pénétration ou l'intention de tuer. Le dossier s'annonce comme celui d'un manipulateur redoutable qui a profité des failles du système pour poursuivre son parcours criminel. Julie en était convaincue au plus profond d'elle-même. Ce garçon n'était pas un débutant. La manière dont il l'avait isolé, ce basculement soudain de la gentillesse vers une violence froide et calculée, et ce besoin étrange de réclamer un câlin avant de briser sa proie, tout indiquait un rituel déjà établi. Pourtant, malgré la force de son témoignage, les rouages de la justice allaient une nouvelle fois se gripper, laissant Florian Varin poursuivre sa route sanglante vers le sud. À Rennes, les policiers disposent pourtant d'éléments concrets. Julie a pu décrire la voiture et donner un portrait précis. Mais à cette époque, les différentes juridictions communiquent peu entre elles. Le dossier de Rennes reste dans un tiroir pendant que Florian Varin, lui, continue de rouler. Il traverse la France, change de ville, change de département, mais ne change jamais de mode opératoire. C'est là que réside l'aspect le plus effrayant de ce parcours, l'impunité apparente qui a nourri son sentiment de toute-puissance. Lorsque les enquêteurs toulousains, grâce au logiciel de rapprochement criminel, font enfin le lien entre toutes ces affaires, le choc est immense. Cette victime recensée en un peu plus de 8 mois. Cette jeune femme qui ont croisé ce regard bleu et ce sourire trompeur. Pour Marie Levacon, la nouvelle est un mélange de soulagement et d'effroi. Elle n'est pas seule, mais elle aurait pu être la dernière. Son agression a été la plus violente, celle où le prédateur a franchi un palier supplémentaire en essayant de l'étrangler à mort avant de la jeter dans cette benne à ordures, comme pour effacer toute trace d'humanité. L'instruction s'ouvre alors sous une tension extrême. Florian Varin, derrière les barreaux de sa cellule de prétention, maintient sa ligne de défense. Il reconnaît les rencontres, il admet parfois des gestes déplacés, mais il nie farouchement la contrainte. Pour lui, tout n'était que malentendu ou rapport consenti qui aurait mal tourné. C'est un manipulateur né, capable de simuler la fragilité pour attirer la sympathie, tout en dissimulant une absence totale d'empathie pour la souffrance qu'il a infligée. Le procès s'ouvre enfin devant la cour d'assises de Montauban. C'est un moment crucial. Pour la première fois, Marie, Claire, Julie et les autres vont se retrouver dans la même pièce que leur bourreau. Le dispositif de sécurité est impressionnant. La salle est comble, car l'affaire a pris une dimension nationale. On ne juge pas seulement un homme, on interroge aussi les failles d'un système qui a permis à un tel individu de rester libre si longtemps malgré les alertes répétées. Marie Levacon entre dans la salle la tête haute. Elle a décidé que la peur changerait de camp. Lorsqu'elle s'avance à la barre, le silence est de plomb. Elle raconte tout. Les feuilles mortes qui craquent sous les pas de l'inconnu, le code de l'immeuble, le froid de la main sur sa peau, et surtout, ce sentiment d'agonie quand ses mains se sont refermées sur son cou. Elle ne tremble pas. Elle regarde Florian Varin droit dans les yeux. Lui, reste prostré dans le box des accusés, fuyant ce regard qui l'accuse plus que n'importe quel dossier papier. Puis vient le tour de Claire. Elle raconte le piège de la voiture dans le Morbihan, les enregistrements audio truqués, et la honte qu'elle a portée pendant des mois parce que personne ne l'avait cru. Sa voix se brise parfois, mais la solidarité des autres victimes présentes dans la salle lui donne la force de continuer. Les experts psychiatres défilent ensuite à la barre. Leur diagnostic est sans appel, Florian Varin présente une personnalité complexe, mélange de narcissisme et de dangerosité sociale, avec un risque de récidive élevé s'il n'est pas maintenu sous une surveillance stricte. La défense tente de jouer la carte de l'enfance difficile, des parents absents,
de la dérive d'un jeune homme perdu dans une société trop grande pour lui. Mais face aux preuves ADN, face aux témoignages concordants de cette femme qui ne se connaissait pas mais décrivent le même monstre, l'argumentaire s'effrite. Les avocats des parties civiles rappellent avec force que la véritable tragédie n'est pas celle de l'accusé, mais celle de ces vies brisées qui tentent aujourd'hui de se reconstruire. Le réquisitoire de l'avocat général est d'une sévérité exemplaire. Il demande une peine qui protège définitivement la société de cet homme. Pour lui, Florian Varin est un chasseur qui a profité de la nuit et de l'isolement pour s'attaquer à ce que la jeunesse a de plus beau, son insouciance. Le jury se retire pour délibérer. L'attente dure des heures. Dans les couloirs du palais de justice, les victimes se soutiennent, échangent des paroles de réconfort. Une sororité est née de cette épreuve commune. Lorsque le verdict tombe, c'est un immense soupir de soulagement qui parcourt l'assemblée. Florian Varin est reconnu coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. La peine est lourde, 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté. La justice a enfin parlé. Pour Claire, c'est une réhabilitation. Pour Marie, c'est la fin d'un chapitre cauchemardesque. Pour Julie, c'est la preuve que sa parole avait de la valeur. En sortant du tribunal, Marie Levacon respire l'air frais du soir. Elle sait que les cicatrices, tant physiques que morales, mettront du temps à s'effacer, mais elle sait aussi qu'elle a gagné la plus importante des batailles, celle de la vérité. Elle a transformé son statut de victime en celui de survivante, puis de combattante. Son courage a permis de mettre fin à la course d'un prédateur et d'éviter que d'autres noms ne s'ajoutent à la liste des blessés. L'affaire Marie Levacon restera dans les annales judiciaires non seulement pour la cruauté des faits, mais aussi pour la leçon d'humanité qu'elle a offerte. Elle a mis en lumière la nécessité d'une meilleure coordination entre les services de police et l'importance capitale d'écouter et de croire la parole des victimes dès le premier instant. Florian Varin, derrière les murs de sa prison, appartient désormais au passé. Marie, Claire, Julie et les autres, elles, appartiennent à l'avenir. Elles ont retrouvé leur sourire, leur liberté de marcher dans la rue sans se retourner, et cette force intérieure que rien, pas même la plus sombre des nuits, ne pourra plus jamais leur enlever. Le soleil se couche sur Montauban, marquant la fin de ce long voyage judiciaire. La vérité a triomphé, portée par la voix de celle que l'on voulait faire taire. C'est ainsi que se referment les chroniques criminelles de cette affaire, sur une note d'espoir et de dignité retrouvée. La vie reprend ses droits, plus forte que la violence, plus lumineuse que la haine. Crime passionnel, disparition inquiétante ou machination diabolique, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un film. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, nous suivons l'histoire de l'affaire Marie Levacon. Marie Levacon est une miraculée. Forte et courageuse, elle ne tremble pas quand, devant la cour d'assises de Montauban, elle se retrouve à la barre face à celui qu'elle accuse de l'avoir agressée. Son nom est Florian Varin, un jeune homme à la gueule d'ange. Et pourtant, il est accusé de 6 viols et d'une tentative de meurtre. Il nie catégoriquement les faits. Alors le témoignage de Marie pourrait être décisif. Parviendra-t-elle à convaincre le jury que l'homme dans le box des accusés est bien son impitoyable bourreau? La réponse se trouve dans ce récit inédit de chronique criminelle. À la fin de l'année 2012, dans le sud de la France, les policiers sont sur les dents. Ils traquent l'auteur d'une agression d'une extrême violence. Sa victime, une jeune femme de 24 ans, a échappé de justesse à la mort. Un profil génétique est identifié par le laboratoire. Dès lors, tout s'emballe. Ce dangereux criminel serait un homme que personne n'aurait pu soupçonner. Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais cette affaire hors norme va faire scandale et mettre en lumière une incroyable série de dysfonctionnements judiciaires. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter quelques jours plus tôt, durant l'automne 2012. Tout commence en plein centre-ville de Toulouse, en Haute-Garonne. Toulouse est une grande ville, comme le souligne Virginie Selvetti, journaliste. C'est une ville plutôt étudiante avec pas mal de quartiers festifs, où il y a beaucoup de bars et des discothèques. Vous avez beaucoup de circulation la nuit. Charles Deluyne, avocat des parties civiles, précise qu'il y a également beaucoup de personnes qui rentrent chez elles à des heures où d'autres commencent à travailler. C'est là,
non loin de la célèbre place du Capitole, que se situe le quartier Saint-Pierre. Un endroit très fréquenté par les jeunes, bordé par un secteur plus tranquille, celui des Amidonniers. Le quartier des Amidonniers se trouve entre le canal de Brienne et la Garonne. C'est un quartier résidentiel et un quartier résidentiel pour les étudiants. C'est plutôt un quartier de passage, qui est tout près de la faculté de droit de Toulouse. Il s'agit d'une longue avenue bordée par d'immenses platanes. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi, explique que cela se trouve juste à l'arrière de la place Saint-Pierre, qui est un des hauts lieux de la fête à Toulouse. C'est ici que Marie Levacon profite de sa soirée du 3 novembre 2012. Cette diplômée en droit, âgée d'à peine 24 ans, passe quelques jours à Toulouse, chez des amis. Elle est encore loin de l'imaginer, mais ce qui l'attend en cette nuit d'automne va bouleverser son existence à tout jamais. En 2012, je suis quelqu'un d'absolument normal, raconte Marie Levacon. Elle est une jeune femme bien dans sa peau, vivant à Paris à l'époque. Elle travaille comme juriste en propriété industrielle. Elle descend à Toulouse pour un week-end prolongé, parce que c'est l'anniversaire d'une amie. Elle en profite pour aller voir sa famille, qui vit proche de Toulouse. C'est un week-end prolongé qui se veut familial et festif. Pour Marie, en tout cas, le début de cette soirée se déroule le plus naturellement du monde. Ce seront ses dernières heures d'insouciance. Elle est chez des amis, d'abord. Brice Vidal, journaliste à 100% Radio, relate qu'elle se rend ensuite avec ses proches et ses copains en discothèque. La soirée se passe bien, tout le monde rigole et boit un peu. Et en fait, à 3 ou 4 heures du matin, elle rentre toute seule. Elle doit dormir chez une amie, à côté des allées de Brienne. Par téléphone, elle prévient ses amis qu'elle arrivera dans quelques minutes. Marie n'a plus que 500 mètres à parcourir avant de parvenir à destination. Il n'y a personne, les rues sont désertes. Elle a quitté les quartiers festifs. Et au petit matin, au mois de novembre, il fait encore nuit. Pour se rassurer et rassurer aussi les autres, elle les garde au téléphone tout le long du chemin. La discussion se poursuit à distance jusqu'au moment précis où Marie arrive à l'allée de Brienne, là où ses copains l'attendent. Elle raccroche. Et soudain, tout s'accélère d'un seul coup. Elle tape le code et se retourne parce qu'elle entend un bruit de pas dans les feuilles mortes. Comme c'est le long du vieux canal, il y a des gros platanes. C'est une époque de l'année où il y a des feuilles au sol, donc quelqu'un marche derrière elle. Elle se retourne et voit tout de suite un type. Il a l'air d'un jeune normal qui sort de soirée, il présente bien. Rien d'effrayant à première vue. À ce détail près que Marie a déjà composé le code et donc ouvert la porte d'entrée. C'est là que ce jeune homme la supplie de le laisser pénétrer à l'intérieur. Elle refuse en expliquant qu'elle est fatiguée, mais il insiste, prétendant être en galère et voulant dormir dans le hall juste 1 heure. Elle maintient son refus, affirmant que c'est impossible. Il lui demande alors un câlin. À ce moment, un voyant rouge s'allume dans l'esprit de Marie, elle sent que la situation devient gênante. Marie n'a même pas le temps de réagir que l'inconnu s'engouffre avec elle dans le hall de l'immeuble. Le piège vient de se refermer. Le jeune homme lève ses bras et l'enserre. Elle le repousse et c'est à partir de ce moment-là que l'homme perd tout contrôle. Il la frappe violemment au visage. Un coup de poing dans la tête projette Marie contre un mur de boîte aux lettres en métal. C'est son premier choc violent. Sous la violence des coups portés, Marie perd une première fois connaissance. Son agresseur en profite pour la traîner le plus loin possible de la porte d'entrée. Elle se réveille un peu plus loin dans le hall, à l'abri des regards, sûrement parce que l'immeuble possède une porte vitrée. Elle voit l'homme en train de l'étrangler. Il s'est mis à califourchon sur elle alors qu'elle est allongée sur le dos. Pendant de longues minutes, l'homme la maintient plaquée au sol. Marie retrouve péniblement ses esprits, mais il lui est impossible d'appeler au secours. Très vite, il relâche la pression d'une main tout en continuant de l'enserrer à la gorge de l'autre. Il lui retire ses vêtements avec brutalité. Marie sent le froid et comprend l'horreur de la situation. Elle le supplie de tout prendre sauf cela, mais ses paroles ne l'arrêtent pas. L'homme abuse d'elle. Marie perd à nouveau connaissance. À ce moment précis, le jour ne s'est pas encore levé sur le quartier des Amidonniers. Et lorsque Marie revient à elle, elle ne sait même pas où elle se trouve. Elle est dans un noir absolument complet. En bougeant,
Elle se rend compte qu'elle est dans un endroit très exigu. Elle pense d'abord être dans le coffre d'une voiture, mais en poussant, la paroi s'ouvre facilement. Elle se trouve en réalité dans une grande benne à ordures. Elle sort tant bien que mal en escaladant les sacs poubelles. Virginie Selvetti explique qu'elle finit par s'extraire de la poubelle et monte par l'ascenseur au 2e étage pour rejoindre son amie qui l'attend avec inquiétude. À l'arrivée des secours, Marie est en état de choc. Ses vêtements sont en pièces et elle présente de multiples blessures au visage et sur tout le corps. Il y a urgence de la conduire en ambulance jusqu'à l'hôpital le plus proche. Ensuite vient toute la batterie d'examens médico-légaux. Brice Vidal précise que cela consiste à vérifier les abrasions sur la peau, les coups reçus et les traumatismes au niveau du cou. Cet examen est une souffrance supplémentaire pour elle. Elle doit attendre longtemps avant d'être examinée. Il s'agit d'établir de manière scientifique les circonstances du viol et de ce terrible déferlement de violence. Pour cela, Marie doit affronter d'autres examens. Pendant tout ce temps, elle ne peut pas se laver, elle sent encore les ordures et l'odeur de son agresseur. Marie raconte que c'est un défilé de médecins toute la journée. Sur les photos prises par les experts, son visage est méconnaissable. Mais il y a plus grave encore. Les médecins constatent que le larynx de Marie est partiellement écrasé. Autrement dit, en plus des violences sexuelles, l'agresseur a essayé de la tuer en l'étranglant. Vu la gravité des faits, l'enquête est confiée à des policiers aguerris de la Sûreté départementale de Haute-Garonne, située au commissariat central de Toulouse. On voit la violence, elle est très marquée. Le choc émotionnel est immense. Son visage est tuméfié par les coups. Jean Coadon souligne qu'on est non seulement sur une enquête pour viol, mais aussi pour tentative de meurtre. Il n'y a aucun doute sur la violence de l'agression. Une victime brutalement violée, puis laissée pour morte. Mais la police ne dispose d'aucun témoin visuel. Tout repose sur le témoignage de Marie. On lui demande de faire une description pour dresser un portrait robot du suspect. Elle se sent capable de le faire car elle a son visage bien en tête. Des yeux bleus, blond, présentant bien. Emmanuelle Franck, avocate de la défense, le décrit comme un assez beau garçon, finalement très charmant. Un jeune homme blond, au physique passe-partout, dans une ville étudiante telle que Toulouse. Cela complique la tâche des policiers. En attendant, un dangereux criminel à l'allure ordinaire circule en liberté. Pour les enquêteurs, il y a une urgence absolue à arrêter l'agresseur de Marie parce qu'ils craignent une récidive imminente. Les policiers sont sur les dents car la procureure a exigé une arrestation rapide pour éviter de retrouver un cadavre le week-end suivant. Le portrait robot est diffusé à toutes les patrouilles du secteur, mais sans résultat immédiat. Les enquêteurs décident alors de procéder à des prélèvements biologiques dans l'immeuble. Ils parviennent à isoler un profil génétique récent sur la poignée de la porte du local poubelle. Cet ADN masculin est aussitôt transmis au laboratoire. C'est un indice inespéré qui s'avère payant dès le lendemain. Cet ADN figure au fichier national des empreintes génétiques. Le laboratoire identifie un certain Florian Varin, un homme de 21 ans originaire de Bretagne. Si son nom apparaît dans les fichiers, c'est à cause d'une autre affaire d'agression sur une mineure de 14 ans quelques années auparavant, alors qu'il en avait 17. Pour les enquêteurs toulousains, cette affaire porte la marque d'un prédateur sexuel en série. Le flair des policiers leur indique que l'agression a été d'une violence extrême et qu'ils sont face à un individu au profil très particulier. Difficile de ne voir que des coïncidences, même si l'affaire de viol sur mineur n'avait donné lieu à aucune poursuite judiciaire à l'époque, les services considérant la situation comme ambiguë. Alexandre Martin, avocat de la défense, explique que malgré l'absence de suite, l'identité génétique est conservée dès qu'on est suspect. Cependant, les enquêteurs découvrent une autre information cruciale en consultant les antécédents de Florian Varin. Son nom apparaît dans une autre affaire de viol concernant une dénommée Claire, 7 mois avant Marie Levacon. Claire avait porté plainte et identifié Florian Varin, mais l'enquête n'avait pas abouti. Comment un homme accusé 2 fois a-t-il pu échapper à la justice? Les policiers toulousains vont bientôt le comprendre. Mais d'abord, ils étudient son parcours. Florian Varin n'a pas le profil type d'un criminel. Il vient d'un milieu social favorisé, mais sa vie s'est effondrée après la séparation difficile de ses parents. Il a vécu une adolescence instable chez ses grands-parents.
Titulaire d'un diplôme professionnel en mécanique, il a perdu son emploi et passe son temps à zoner et à consommer des stupéfiants, vivant de l'argent de ses grands-parents. C'est un jeune homme à la dérive qu'il faut retrouver d'urgence. Florian Varin est localisé dans la région toulousaine. Marie est formelle en voyant les photos présentées par la police, elle désigne le numéro 6 avec certitude. Le 8 novembre 2012, il est interpellé devant le domicile de sa mère à Saint-Jean, une petite commune près de Toulouse. Placé en garde à vue, il fait face aux policiers qui disposent de son ADN. Pourtant, il reste rigide et nie tout en bloc. Emmanuel Franck décrit une défense brutale et une position de déni complet. Malgré ses 21 ans, il tient tête aux enquêteurs. Il change alors de stratégie en l'interrogeant sur l'affaire de Claire. C'est là qu'il découvre l'impensable. En avril 2012, dans le Morbihan, Claire, alors lycéenne de 17 ans, rencontre Florian via une application de rencontre. Elle accepte un rendez-vous tout en précisant qu'elle ne veut pas de rapport sexuel. Florian vient la chercher en voiture, il paraît propre sur lui et rassurant. Il s'isole dans un chemin de campagne pour discuter et fumer. Soudain, son regard change. Il devient violent, l'étrangle et l'agresse sexuellement malgré ses cris. Claire pense mourir, mais il la ramène finalement chez elle. Claire porte plainte, mais sous le choc, elle ment sur les circonstances de la rencontre, prétendant le connaître déjà pour ne pas avouer l'usage de l'application ou de stupéfiants. Ce mensonge sème le doute chez les gendarmes. Convoqué, Florian Varin fournit des enregistrements sonores de leurs ébats pour prouver le consentement. Les gendarmes n'écoutent que des passages choisis et classent l'affaire sans suite. Varin est innocenté. Pour Claire, c'est un effondrement total. Elle se sent coupable et non reconnue. À Toulouse, les policiers reprennent ces enregistrements et découvrent que Varin a manipulé les preuves. En écoutant l'intégralité, on entend Claire pleurer, dire non et affirmer que c'est un viol. C'est un dysfonctionnement majeur de la justice. Si Claire avait été crue, le calvaire de Marie aurait pu être évité. Cette révélation permet de rouvrir le dossier de Claire. Les policiers comprennent qu'ils font face à un prédateur intelligent. Après 24 heures de garde à vue, Varin reconnaît avoir giflé Marie mais nie la tentative de meurtre et le viol complet. Il est mis en examen et incarcéré le 10 novembre 2012. L'enquête se poursuit avec l'aide du logiciel Salvac, qui regroupe les modes opératoires criminels. Les résultats sont terrifiants, 5 autres affaires ressortent, portant le total à 7 victimes potentielles en moins d'1 an à travers la France. Le scénario est toujours le même, il aborde des femmes seules la nuit, demande un câlin, puis devient extrêmement violent en cas de refus. Un autre dysfonctionnement apparaît avec l'affaire de Julie à Rennes en septembre 2012. Julie, 23 ans, accepte d'être raccompagnée par ce jeune homme à l'allure sympathique. Il l'emmène dans un endroit isolé, son regard devient celui d'un tueur. Elle subit un viol d'une violence inouïe, se sentant dissociée de son corps pour survivre. Abandonnée au petit matin, elle parvient à s'enfuir. Lors de sa plainte, elle prévient immédiatement la police qu'il ne s'agit pas de son premier passage à l'acte. Elle est persuadée que cet homme est un habitué du crime. Son témoignage s'ajoute à la liste des preuves accablantes contre Florian Varin, dont le parcours criminel semble désormais clairement tracé. Crime passionnel, disparition inquiétante ou machination diabolique, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un film. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, nous suivons l'affaire Marie Levacon. Marie Levacon est une miraculée. Forte et courageuse, elle ne tremble pas quand, devant la cour d'assises de Montauban, elle se retrouve à la barre face à celui qu'elle accuse de l'avoir agressée. Son nom est Florian Varin, un jeune homme à la gueule d'ange. Et pourtant, il est accusé de 6 viols et d'une tentative de meurtre. Il nie catégoriquement les faits. Alors le témoignage de Marie pourrait être décisif. Parviendra-t-elle à convaincre le jury que l'homme dans le box des accusés est bien son impitoyable bourreau? La réponse se dessine dans ce récit inédit de chronique criminelle. Fin de l'année 2012, dans le sud de la France. Les policiers sont sur les dents. Ils traquent l'auteur d'une agression d'une extrême violence. Sa victime, une jeune femme de 24 ans, a échappé de justesse à la mort.
Un acide désoxyribonucléique est identifié par le laboratoire. Dès lors, tout s'emballe. Ce dangereux criminel serait un homme que personne n'aurait pu soupçonner. Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais cette affaire hors norme va faire scandale et mettre en lumière une incroyable série de dysfonctionnements judiciaires. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter quelques jours plus tôt, durant l'automne 2012. Tout commence en plein centre-ville de Toulouse, en Haute-Garonne. Toulouse est une grande ville, comme le souligne Virginie Selvetti, journaliste. C'est une ville plutôt étudiante avec pas mal de quartiers festifs, où il y a beaucoup de bars et des discothèques. Vous avez beaucoup de circulation la nuit. Charles Deluyne, avocat des parties civiles, précise qu'il y a également beaucoup de personnes qui rentrent chez elles à des heures où d'autres commencent à travailler. C'est là, non loin de la célèbre place du Capitole, que se situe le quartier Saint-Pierre. Un endroit très fréquenté par les jeunes, bordé par un secteur plus tranquille, celui des Amidonniers. Le quartier des Amidonniers se trouve entre le canal de Brienne et la Garonne. C'est un quartier résidentiel et un quartier résidentiel pour les étudiants. C'est plutôt un quartier de passage, qui est tout près de la faculté de droit de Toulouse. Une longue avenue bordée par d'immenses platanes. Jean Coadon, journaliste à la Dépêche du Midi, ajoute que cela se trouve juste à l'arrière de la place Saint-Pierre, qui est un des hauts lieux de la fête à Toulouse. C'est ici que Marie Levacon profite de sa soirée du 3 novembre 2012. Cette diplômée en droit, âgée d'à peine 24 ans, passe quelques jours à Toulouse, chez des amis. Elle est encore loin de l'imaginer, mais ce qui l'attend en cette nuit d'automne va bouleverser son existence à tout jamais. Marie se souvient qu'en 2012, elle est quelqu'un d'absolument normal. Elle se décrit comme une jeune femme bien dans sa peau, bien dans ses baskets. Elle vit à Paris à l'époque. Marie Levacon, la victime, travaille alors comme juriste en propriété industrielle. Elle descend à Toulouse pour un week-end prolongé, parce que c'est l'anniversaire d'une amie. Elle en profite pour aller voir sa famille, qui vit proche de Toulouse. Un week-end prolongé qui se voudra familial et festif. Pour Marie, en tout cas, le début de cette soirée se déroule le plus naturellement du monde. Ce seront ses dernières heures d'insouciance. Elle est chez des amis, d'abord. Brice Vidal, journaliste à 100% Radio, raconte qu'ensuite, elle se rend avec ses proches et ses copains en discothèque. La soirée se passe, on rigole, on boit un peu. Et en fait, à 3 ou 4 heures du matin, elle rentre toute seule. Elle doit dormir chez une amie, à côté des allées de Brienne. Par téléphone, elle prévient ses amis qu'elle arrivera dans quelques minutes. Marie n'a plus que 500 mètres à parcourir avant de parvenir à destination. Il n'y a personne, la rue et les rues sont désertes. Elle a quitté les quartiers festifs. Et au petit matin, au mois de novembre, il fait encore nuit. Pour se rassurer et rassurer aussi les autres, elle les garde au téléphone tout le long du chemin. La discussion se poursuit à distance. Jusqu'au moment précis où Marie arrive à l'allée de Brienne, là où ses copains l'attendent. Elle raccroche. Et soudain, tout s'accélère d'un seul coup. Elle tape le code et se retourne parce qu'elle entend un bruit de pas dans les feuilles mortes. Parce que comme c'est le long du vieux canal, évidemment, il y a des gros platanes. C'est une époque de l'année où il y a des feuilles au sol, donc quelqu'un marche derrière elle. Elle se retourne et voit tout de suite un type. Il a l'air d'un jeune normal qui sort de soirée, il présente bien. Rien d'effrayant à première vue. À ce détail près que Marie a déjà composé le code et donc ouvert la porte d'entrée. C'est là que ce jeune homme la supplie de le laisser pénétrer à l'intérieur. Il prétend être en galère, fatigué, et demande à dormir dans le hall juste 1 heure. Marie refuse catégoriquement, affirmant que ce n'est vraiment pas possible. L'homme insiste, puis lui demande un câlin. À ce moment, un petit voyant rouge s'allume dans l'esprit de Marie, elle se dit que cet individu est pesant. Marie n'a même pas le temps de réagir que l'inconnu s'engouffre avec elle dans le hall de l'immeuble. Le piège vient de se refermer. Et là, le jeune homme lève ses bras et l'enserre. Elle le repousse et c'est à partir de ce moment-là que l'homme perd totalement le contrôle. Marie raconte qu'il lui éclate le visage. Un coup de poing dans la tête, dans le visage. Il la balance contre un mur de boîte aux lettres en métal. C'est son premier évanouissement. Sous la violence des coups portés, Marie perd une première fois connaissance.
Le temps pour son agresseur de la traîner le plus loin possible de la porte d'entrée. Elle se réveille un peu plus loin dans le hall pour être à l'abri des regards, sûrement parce que l'immeuble est constitué d'une porte vitrée. Elle le voit en train de l'étrangler. Il s'est mis à califourchon sur elle, qui est allongée sur le dos après avoir été assommée. Pendant de longues minutes, l'homme la maintient plaquée au sol. Marie retrouve péniblement ses esprits. Impossible pour la jeune femme d'appeler au secours. Très vite, il enlève une de ses mains de sa gorge. Avec l'autre main, il lui enlève ses vêtements. Marie tente de négocier en lui disant de tout prendre sauf cela, mais cela ne l'arrête pas. L'homme abuse d'elle. Marie perd à nouveau connaissance. À ce moment précis, le jour ne s'est pas encore levé sur le quartier des Amidonniers. Et lorsque Marie revient à elle, elle ne sait même pas où elle se trouve. Elle est dans un noir absolument complet. Elle se rend compte en bougeant qu'elle est dans un endroit très exigu. Elle pense d'abord être dans le coffre d'une voiture. Elle tape sur la paroi et celle-ci s'ouvre. Ce n'est pas un coffre de voiture, c'est une benne à ordures. Une grande benne à ordures. Elle sort tant bien que mal en escaladant les monceaux d'ordures et les sacs poubelles. Virginie Selvetti explique qu'elle finit par s'extraire de la poubelle et monte par l'ascenseur au 2e étage pour rejoindre son amie qui l'attendait avec inquiétude. À l'arrivée des secours, Marie est en état de choc. Ses vêtements sont en pièces et surtout, elle présente de multiples blessures au visage et sur tout le corps. Il y a urgence de la conduire en ambulance jusqu'à l'hôpital le plus proche. Ensuite, c'est toute la batterie de médecine médico-légale. Brice Vidal précise que cela consiste à vérifier les abrasions sur la peau, les coups reçus, les traumatismes au niveau du cou. Cet examen est une souffrance supplémentaire puisqu'elle doit se déshabiller devant un homme. Elle attend plus longtemps avant de pouvoir être examinée. Il s'agit d'établir de manière scientifique les circonstances de l'agression et de ce terrible déferlement de violence. Pour cela, Marie doit encore affronter d'autres examens. Durant tout ce temps, elle ne peut pas prendre de douche, elle ne peut pas se laver, donc elle sent encore les ordures et l'odeur de son agresseur sur elle. Marie se souvient du défilé des médecins toute la journée. Sur les photos prises par les experts, son visage est méconnaissable. Mais il y a plus grave encore. Il constate que le larynx de Marie est partiellement écrasé. Autrement dit, en plus des violences sexuelles, l'agresseur a essayé de lui ôter la vie en l'étranglant. Vu la gravité des faits, l'enquête est confiée à des policiers aguerris de la Sûreté départementale de Haute-Garonne, située au commissariat central de Toulouse. On voit la violence. Elle est très marquée, son visage est tuméfié par les coups. On voit le choc émotionnel qu'elle a subi. Jean Coadon souligne qu'on est non seulement sur une enquête pour viol, mais aussi pour une tentative de meurtre. Il n'y a aucun doute sur la violence de l'agression. Une victime brutalement violentée, puis laissée pour morte. Mais la police ne dispose d'aucun témoin visuel. Tout tient donc au seul témoignage de Marie. On demande à Marie de faire une description pour essayer de dresser un portrait robot du suspect. Elle se sent capable de le faire car elle a son visage bien en tête. Des yeux bleus, des cheveux blonds, présentant bien. Emmanuelle Franck, avocate de la défense, le décrit comme un assez beau garçon, finalement très charmant. Un jeune homme blond, au physique très commun, dans une ville étudiante telle que Toulouse. Cela commence difficilement pour les policiers. En attendant, un individu dangereux à l'allure de Monsieur Tout-le-Monde circule librement. Pour les enquêteurs, il y a une urgence absolue à arrêter l'agresseur de Marie Levacon parce qu'ils savent qu'il y a un grand risque de récidive. Les policiers étaient sous pression car la procureure avait ordonné de l'attraper rapidement, craignant qu'une autre victime ne survive pas la fois suivante. Le portrait robot est aussitôt diffusé à toutes les patrouilles du secteur, sans résultat immédiat. Les enquêteurs décident alors de procéder à des prélèvements biologiques dans l'immeuble. Ils parviennent à isoler un acide désoxyribonucléique récent sur la poignée de la porte du local poubelle. Cet indice est inespéré. Dès le lendemain, l'analyse de ce profil s'avère payante. Cet acide désoxyribonucléique figure au fichier national des empreintes génétiques. Le laboratoire identifie un certain Florian Varin, un homme de 21 ans originaire de Bretagne. Si son nom apparaît dans les fichiers, c'est à cause d'une autre affaire d'agression sur une mineure de 14 ans quelques années auparavant, alors qu'il en avait 17.
Pour les enquêteurs toulousains, cette signature désigne potentiellement un prédateur en série. La violence de l'acte pousse la police à s'interroger sur d'autres crimes possibles. Pourtant, l'affaire de la mineure avait été classée sans suite par les services de police de l'époque, considérant la situation ambiguë. Alexandre Martin, avocat de la défense, note que malgré l'absence de poursuite, l'identité génétique avait été conservée. En consultant ses antécédents, les policiers font une autre découverte cruciale. Florian Varin apparaît dans une autre affaire de viol impliquant une jeune femme nommée Claire, 7 mois avant l'agression de Marie. Claire l'avait identifié, mais l'enquête n'avait pas abouti. Les policiers toulousains cherchent à comprendre comment cet homme a pu échapper à la justice. Florian Varin n'a pas le profil typique d'un criminel. Issu d'un milieu social favorisé, sa vie semble s'être effondrée après la séparation de ses parents. Il a vécu une adolescence instable chez ses grands-parents. Titulaire d'un brevet d'études professionnelles en mécanique, il a eu du mal à garder un emploi et vivait de petits boulots et de l'aide financière de ses proches. C'est un jeune homme à la dérive qu'il faut localiser d'urgence. Le 8 novembre 2012, il est interpellé devant le domicile de sa mère à Saint-Jean, près de Toulouse. Placé en garde à vue, il nie tout en bloc malgré les preuves génétiques. Emmanuel Franck explique que sa défense est rigide, marquée par un déni total. Pour le déstabiliser, les enquêteurs l'interrogent sur l'affaire de Claire dans le Morbihan. En avril 2012, Claire, alors lycéenne de 17 ans, rencontre Florian Varin via une application de rencontre. Lors de leur rendez-vous dans un endroit isolé, le comportement de Florian change brusquement. Il l'étrangle et abuse d'elle avec une violence extrême. Claire dépose plainte, mais sous le choc, elle ment sur certains détails de leur rencontre, craignant d'être jugée pour avoir consommé des stupéfiants ou utilisé une application. Florian Varin fournit alors aux gendarmes des enregistrements sonores de leurs ébats, soigneusement sélectionnés pour faire croire à un consentement. Les gendarmes, trompés par ces extraits et les contradictions de Claire, classent l'affaire. Claire se sent abandonnée par la justice et accablée par la culpabilité. Cependant, les policiers toulousains réexaminent ces enregistrements et découvrent des passages que les gendarmes n'avaient pas écoutés, où l'on entend Claire pleurer et dire non. Ce dysfonctionnement majeur a permis à Varin de continuer son parcours criminel. Grâce à cette réouverture, les enquêteurs réalisent l'intelligence manipulatrice de Varin. Après 24 heures de garde à vue, il finit par admettre avoir croisé Marie, mais nie la pénétration et la tentative de meurtre. Il est mis en examen et incarcéré le 10 novembre 2012. Mais l'enquête s'élargit grâce au logiciel de coordination des affaires criminelles. 5 autres dossiers présentent des similitudes troublantes, des jeunes femmes abordées de nuit, une demande de câlin, puis un déferlement de violence si le câlin est refusé. Florian Varin semble avoir mené un véritable périple criminel à travers la France. Parmi ses victimes, il y a Julie, 23 ans, agressée à Rennes en septembre 2012. Abordée avec un sourire rassurant, elle accepte d'être raccompagnée en voiture. Mais le conducteur l'emmène dans un chemin de terre isolé. Julie décrit un changement de regard terrifiant, un regard de tueur. Elle survit à l'agression en se dissociant mentalement pour supporter l'horreur. Abandonnée au petit matin, elle parvient à appeler à l'aide. Lors de son audition, elle exprime sa certitude que son agresseur n'en est pas à son coup d'essai. Ces témoignages courageux, comme celui de Marie, Claire et Julie, deviennent les piliers d'une quête de vérité et de justice, transformant un récit de tragédie en une démonstration de force et de résilience humaine. Crime passionnel, disparition inquiétante ou machination diabolique, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Marie Levacon. Marie Levacon est une miraculée. Forte et courageuse, elle ne tremble pas quand, devant la cour d'assises de Montauban, elle se retrouve à la barre face à celui qu'elle accuse de l'avoir agressée. Son nom, Florian Varin, un jeune homme à la gueule d'ange. Et pourtant, il est accusé de 6 viols et d'une tentative de meurtre. Il nie catégoriquement les faits. Alors le témoignage de Marie pourrait être décisif. Parviendra-t-elle à convaincre le jury que l'homme dans le box des accusés est bien son impitoyable bourreau ? La réponse dans ce récit inédit de Chroniques criminelles.
Fin de l'année 2012, dans le sud de la France. Les policiers sont sur les dents. Ils traquent l'auteur d'une agression d'une extrême violence. Sa victime, une jeune femme de 24 ans, a échappé de justesse à la mort. Un ADN est identifié par le laboratoire. Dès lors, tout s'emballe. Ce dangereux criminel serait un homme que personne n'aurait pu soupçonner. Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais cette affaire hors norme va faire scandale et mettre en lumière une incroyable série de dysfonctionnements judiciaires. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter quelques jours plus tôt, durant l'automne 2012. Tout commence en plein centre-ville de Toulouse, en Haute-Garonne. Toulouse est une grande ville, un pôle étudiant avec de nombreux quartiers festifs, des bars et des discothèques. La circulation y est dense, même la nuit, entre ceux qui finissent leur soirée et ceux qui commencent leur journée de travail. Non loin de la célèbre place du Capitole se situe le quartier Saint-Pierre, un endroit très fréquenté, bordé par le secteur plus tranquille des Amidonniers, niché entre le canal de Brienne et la Garonne. C'est un quartier de passage, résidentiel, tout près de la faculté de droit, marqué par une longue avenue bordée d'immenses platanes. C'est ici que Marie Levacon profite de sa soirée du 3 novembre 2012. Cette diplômée en droit, âgée d'à peine 24 ans, passe quelques jours à Toulouse chez des amis. Elle est alors une jeune femme active, juriste en propriété industrielle vivant à Paris, venue pour un week-end prolongé afin de fêter l'anniversaire d'une amie et voir sa famille. La soirée se déroule normalement, dans l'insouciance des moments partagés entre amis. Vers 3 ou 4 heures du matin, elle décide de rentrer seule. Elle doit dormir chez une amie à proximité des allées de Brienne. Par téléphone, elle prévient ses proches qu'elle arrive dans quelques minutes. Il ne lui reste que 500 mètres à parcourir. Les rues sont désertes et sombres en ce matin de novembre. Pour se rassurer, elle garde ses amis en ligne tout au long du chemin. La discussion se poursuit jusqu'à ce qu'elle atteigne l'immeuble. Elle raccroche au moment de taper le code d'entrée. C'est alors qu'elle entend un bruit de pas dans les feuilles mortes des platanes. Elle se retourne et aperçoit un jeune homme. Il a l'air tout à fait normal, comme quelqu'un qui sortirait de soirée. Rien d'effrayant au premier abord. Pourtant, profitant de l'ouverture de la porte, le jeune homme la supplie de le laisser entrer pour dormir 1 heure dans le hall, prétextant une grande fatigue. Marie refuse fermement, mais l'individu insiste, demandant soudainement un câlin. Un signal d'alarme s'allume dans l'esprit de la jeune femme, mais l'inconnu s'engouffre avec elle dans le hall. Le piège se referme. L'homme l'enserre. Lorsqu'elle le repousse, il bascule dans une violence inouïe. Il lui assène un coup de poing violent au visage et la projette contre les boîtes aux lettres en métal. Sous la violence du choc, Marie perd connaissance. Son agresseur la traîne alors vers le fond du hall, à l'abri des regards derrière la porte vitrée. Quand elle reprend connaissance, elle voit l'homme en train de l'étrangler, à califourchon sur elle. Il maintient une pression constante sur sa gorge tout en lui arrachant ses vêtements. Malgré ses supplications, il abuse d'elle. Marie perd à nouveau connaissance. Lorsqu'elle se réveille, elle est plongée dans un noir complet, enfermée dans un espace exigu. Elle pense d'abord être dans le coffre d'une voiture, mais en poussant la paroi, elle réalise qu'elle a été jetée dans une grande benne à ordures. Elle parvient à s'en extraire et rejoint l'appartement de son amie au 2e étage. À l'arrivée des secours, elle est en état de choc, le visage tuméfié, les vêtements en lambeaux. À l'hôpital, les examens médico-légaux révèlent des blessures graves, notamment un larynx partiellement écrasé, signe d'une tentative de meurtre par strangulation. L'enquête est confiée à la Sûreté départementale de Haute-Garonne. Le portrait robot établi grâce au souvenir de Marie décrit un jeune homme blond aux yeux bleus, plutôt séduisant et d'allure banale. Les policiers, conscients du risque de récidive imminente, prélèvent un ADN sur la poignée de la porte du local poubelle. Le résultat tombe rapidement, l'empreinte appartient à Florian Varin, 21 ans, déjà répertorié au fichier national des empreintes génétiques suite à une plainte pour viol sur mineur quelques années auparavant. Cette affaire, classée sans suite à l'époque, concernait une jeune fille de 14 ans. Les enquêteurs découvrent également une autre plainte datant de 7 mois plus tôt, déposée par une dénommée Claire dans le Morbihan. En avril 2012, Claire, alors lycéenne de 17 ans, avait rencontré Florian Varin via une application. Lors de leur premier rendez-vous,
il l'avait emmenée dans un endroit isolé en rase campagne, l'avait étranglée et violée avec une violence extrême. Pourtant, l'enquête n'avait pas abouti car Claire, sous le choc et craignant le jugement, avait menti sur certains détails comme l'usage de cannabis ou le mode de rencontre. Florian Varin avait même fourni des enregistrements sonores partiels aux gendarmes pour faire croire à un rapport consenti. En réexaminant ces bandes, les policiers toulousains découvrent les passages occultés où l'on entend clairement la victime pleurer, crier et dénoncer le viol. Le 8 novembre 2012, Florian Varin est interpellé. En garde à vue, il reste de marbre, niant les faits malgré l'évidence de l'ADN. Finalement, il reconnaît avoir croisé Marie mais nie la tentative de meurtre et la pénétration, parlant seulement de quelques gifles. Le 10 novembre, il est mis en examen et incarcéré. Cependant, l'utilisation du logiciel de rapprochement criminel révèle une réalité bien plus vaste. Le parcours de Florian Varin ressemble à un périple criminel à travers la France. 5 autres affaires apparaissent, portant le total à 7 victimes identifiées en moins d'1 an, dans des départements comme la Charente-Maritime ou l'Ille-et-Vilaine. Le mode opératoire est immuable, il aborde des femmes seules la nuit, demande un câlin, et bascule dans une fureur sauvage en cas de refus. Parmi elles, Julie, agressée à Rennes en septembre 2012. Après l'avoir fait monter dans sa voiture sous un prétexte rassurant, il l'avait emmenée dans un champ pour la violer en la menaçant de mort. Julie avait eu l'intuition immédiate qu'il n'en était pas à son premier coup d'essai. Ces révélations successives mettent en lumière les failles du système judiciaire qui, par manque de coordination ou par des jugements hâtifs sur la crédibilité des victimes, a laissé un prédateur en liberté pendant des mois, lui permettant de multiplier ses crimes jusqu'à l'agression quasi fatale de Marie Levacon. Le monde de la justice est parfois un théâtre d'ombre où la vérité ne tient qu'à un fil, à un témoignage ou à une preuve biologique oubliée dans un dossier poussiéreux. Crime passionnel, disparition inquiétante ou machination diabolique, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire est une quête de longue haleine. Bienvenue dans cet univers où la lumière finit toujours par percer les ténèbres. Dans ce récit, nous suivons le destin de Marie Levacon, une femme que l'on pourrait qualifier de miraculée. Forte et courageuse, elle ne tremble pas quand, devant la cour d'assises de Montauban, elle se retrouve à la barre face à celui qu'elle accuse de l'avoir agressée avec une cruauté indicible. Son interlocuteur se nomme Florian Varin, un jeune homme à la gueule d'ange qui cache pourtant un abîme de noirceur. Malgré les 6 viols et la tentative de meurtre dont il est accusé, il nie catégoriquement les faits, opposant un calme glacial à la douleur de ses victimes. L'histoire commence véritablement à la fin de l'année 2012, dans le sud de la France. L'atmosphère est lourde et les policiers sont sur les dents. Ils traquent l'auteur d'une agression d'une extrême violence commise dans la ville rose. Marie Levacon, une jeune juriste de 24 ans, a échappé de justesse à la mort après avoir été traînée dans les recoins sombres d'un immeuble toulousain. Le laboratoire identifie un profil génétique, dès lors, tout s'emballe. Ce dangereux criminel serait un homme que personne n'aurait pu soupçonner au premier abord. Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais cette affaire hors norme va faire scandale et mettre en lumière une incroyable série de dysfonctionnements judiciaires. Pour comprendre cette trajectoire brisée, il faut remonter quelques jours plus tôt, durant l'automne 2012, au cœur de Toulouse. Toulouse est une cité vivante, une ville étudiante avec de nombreux quartiers festifs où les bars et les discothèques ne désemplissent pas. La nuit, la circulation y est dense et beaucoup de personnes rentrent chez elles à des heures où d'autres commencent à peine leur journée de travail. Non loin de la célèbre place du Capitole se situe le quartier Saint-Pierre, un endroit très fréquenté par la jeunesse. Marie Levacon profite de sa soirée du 3 novembre 2012. Elle est diplômée en droit, possède une vie normale et se sent bien dans sa peau. Ce week-end-là, elle descend de Paris pour l'anniversaire d'une amie. La soirée est joyeuse, faite de rire et de partage. Vers 3 ou 4 heures du matin, Marie décide de rentrer seule chez son amie qui habite près des allées de Brienne. Pour se rassurer, elle garde ses proches au téléphone tout le long du chemin. La discussion se poursuit à distance jusqu'au moment précis où elle arrive devant l'immeuble. Alors qu'elle tape le code d'entrée, un bruit de pas dans les feuilles mortes des platanes attire son attention. Elle se retourne et voit un jeune homme à l'allure ordinaire. Il n'a rien d'effrayant. Il la supplie de le laisser entrer pour dormir 1 heure dans le hall car il se dit épuisé. Marie refuse poliment mais fermement.
L'inconnu insiste, devient oppressant, puis demande un câlin. C'est à cet instant qu'un signal d'alarme s'allume dans l'esprit de la jeune femme. Mais il est déjà trop tard. L'homme s'engouffre dans le hall, l'enserre, face à sa résistance, bascule dans une rage folle. Il lui porte des coups d'une violence inouïe. Marie perd connaissance une première fois. Son agresseur la traîne vers le local à poubelle pour la cacher des regards extérieurs. Là, il l'étrangle et l'abuse sexuellement. Quand elle revient à elle, Marie se trouve dans un noir complet, enfermée dans une benne à ordures. Elle parvient à s'en extraire, le corps brisé mais l'esprit focalisé sur la survie. À l'hôpital, le constat des médecins est accablant. En plus des sévices sexuels, le larynx de Marie est partiellement écrasé. L'agresseur a tenté de la tuer. L'enquête est confiée à la Sûreté départementale de Haute-Garonne. Les policiers découvrent un visage tuméfié mais une victime lucide capable de dresser un portrait robot précis, un jeune homme blond, aux yeux bleus, présentant bien. Grâce à un prélèvement biologique sur la poignée de la porte du local poubelle, un nom sort du fichier national des empreintes génétiques, Florian Varin, 21 ans. Ce nom n'est pas inconnu des services car il est apparu dans une procédure de viol sur mineur quelques années auparavant. L'enquête révèle alors un parcours terrifiant. Florian Varin est un jeune homme à la dérive, vivant de petits boulots et de l'argent de ses grands-parents. Le 8 novembre 2012, il est interpellé. En garde à vue, il nie tout en bloc. Cependant, les enquêteurs découvrent l'existence d'une autre victime nommée Claire, agressée 7 mois plus tôt dans le Morbihan. À l'époque, les gendarmes avaient classé l'affaire sans suite car Varin avait produit des enregistrements sonores manipulés pour faire croire à un rapport consenti. En réécoutant la totalité des bandes, les policiers toulousains entendent les pleurs et les refus de la jeune fille. C'est le premier grand échec du système judiciaire qui a laissé un prédateur en liberté. Grâce au logiciel de coordination criminelle, les enquêteurs découvrent que Varin a semé la terreur dans plusieurs régions de France, notamment à Rennes. Une autre victime, Julie, raconte avoir été enlevée en voiture après une soirée et violée dans un champ désert. Comme pour Marie et Claire, le suspect avait d'abord montré un visage rassurant avant de se transformer. Le mode opératoire est systématique, l'approche feutrée, la demande d'un câlin, puis le déchaînement de violence si la victime refuse. Florian Varin est finalement mis en examen pour cette série de crimes. Ce récit est celui de la résilience de ces femmes qui, par leurs paroles, ont fini par briser le cycle de l'impunité d'un homme qui se croyait au-dessus des lois. La justice, bien que lente et parfois défaillante, a fini par placer ce jeune homme face à ses démons et à la réalité de ses actes, marquant ainsi la fin de son périple criminel à travers la France.